Hello everybody, bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans Maxime Media Time. La troisième guerre mondiale a déjà commencé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un homme érudit comme le professeur Jeffrey Sachs, titulaire de 42 doctorats. Je suis d'accord avec lui que la guerre a déjà commencé et il ne reste qu'elle se généralise. Par ailleurs, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, il y a deux possibilités pour que la guerre se généralise et devienne mondiale. La première possibilité, il suffit que les USA décident que l'Ukraine fait désormais partie de l'OTAN, ce qui de facto, officiellement, mettra en face la Russie devant l'OTAN. Et ce sera une guerre nucléaire, ce que personne ne souhaite. La deuxième possibilité, c'est que les USA livrent des armes qui peuvent détruire Moscou. La guerre ukraino-russe n'est que de l'entraînement pour déterminer les points faibles de la Russie. Au début, c'était un tabou de donner des chars, des F-16 pour l'Ukraine. On monte d'étage en étage pour tester les lignes rouges de Poutine. Mon humble avis, on est épargné de la généralisation de cette guerre jusqu'aux élections présidentielles aux États-Unis en 2024. Quant à Poutine, sauf cas majeur, il sera réélu le 17 mars 2024. Pourquoi la troisième guerre mondiale est inévitable? Suivons l'entretien très instructif du professeur Jeffrey Sachs par le docteur Hans Gärtner. So I wrote to Professor Sachs. We have several explanations here. Alors, professeur Sachs, nous avons plusieurs explications pour notre chemin vers la guerre. Celles-ci vont de la personnalité de Poutine et de la conquête impériale à des explications plus structurelles comme la compétition hégémonique. Où vous situez-vous à ce sujet? Est-ce une question de personnalité? Est-ce une question d'impérialisme? Ou est-ce plus une question de compétition hégémonique ou ce que nous appelons la compétition entre grandes puissances? C'est la première question. Great. Thank you very much. And I'm told to be very brief so that we can discuss a lot, so I'll give... Merci beaucoup. On m'a demandé de garder mes réponses brèves pour permettre plus de discussion, donc je vais essayer de garder mes réponses courtes. Si je ne le fais pas, cela pourrait se transformer en une longue soirée pour vous. Je crois que la guerre a réellement commencé il y a 9 ans, pas seulement l'année dernière. Je pense qu'elle a commencé en février 2014. Elle a été initiée par le renversement violent du président Yanukovych. Je crois que cela était largement dû à l'implication des États-Unis dans une opération de changement de régime en Ukraine. À mon avis, c'était le véritable catalyseur de la guerre. Essentiellement, ce que nous voyons est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Les deux côtés exploitent également les divisions ethniques profondément enracinées en Ukraine. Ethnic divisions within Ukraine. So Ukraine is a divided country, ethnically, historically. L'Ukraine est un pays divisé en termes d'ethnicité et d'histoire. Cette division a conduit à une compétition entre les États-Unis et la Russie pour le contrôle et l'influence, y compris le placement de bases militaires et l'alliance États-Unis-OTAN. Je crois que les deux côtés ont fait preuve d'un manque de prudence. Cependant, en tant qu'Américain, je vais me concentrer sur le manque de prudence du côté américain, que je crois être central à cette question. Si les États-Unis avaient été censés, et par les États-Unis, je ne fais pas référence au peuple américain. Ils ne sont jamais consultés sur ces questions. Cette question n'a rien à voir avec le peuple américain. Il s'agit d'un petit groupe au pouvoir à Washington. Ce groupe pourrait être désigné comme le complexe militaro-industriel, ce qui est un nom approprié. Ce groupe manque de prudence, et à mon avis, ce manque de prudence est la raison pour laquelle nous sommes en guerre. We are at war because of that lack of prudence, in my view. I don't think anything specific about Putin's personality plays any important role. Je ne crois pas que la personnalité de Poutine joue un rôle significatif dans cette affaire. Je ne pense pas non plus qu'il s'agisse de recréer l'Empire russe. Nous entendons souvent des choses dans les médias grand public qui, à mon avis, sont loin de la vérité. Je voudrais ajouter un petit point. J'ai été conseiller économique du président Gorbatchev, du président Yeltsin et du président Kuchma, qui était le premier président d'une Ukraine indépendante. Je n'en ai pas favorisé un plus que l'autre. Je les aimais tous les deux. Il n'y avait pas besoin que cette guerre se produise. En tant qu'Américain, je vais me concentrer sur l'approche absurde du complexe militaro-industriel aux États-Unis.
Je crois que c'était une cause majeure de la guerre. United States. And I think that that was a major, major cause of this war. You said personality doesn't really play that role, so you mentioned NATO and Vous avez mentionné que la personnalité ne joue pas un rôle significatif. Vous avez évoqué l'OTAN, les causes structurelles potentielles et la compétition hégémonique. the wall of Il semble que la perception de la Russie était qu'elle voulait isoler l'OTAN. Cependant, cela n'a pas réussi car l'OTAN est maintenant répandue. La Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN, et des troupes de l'OTAN sont stationnées en permanence en Pologne et dans les États baltes. Actuellement, un grand exercice militaire de l'OTAN a lieu en Allemagne. Poutine voulait également démilitariser l'Ukraine, mais maintenant l'Ukraine est le pays le plus militarisé d'Europe. La décision de Poutine a-t-elle été une grave erreur géopolitique? Was Putin's decision a big geopolitical blunder? Well, it's a big geopolitical tragedy. What happens from now C'est en effet une tragédie géopolitique significative. Les résultats futurs sont encore incertains. Je souhaite clarifier ma position sur les problèmes de l'OTAN. Sans aucun doute, le plan américain d'élargir l'OTAN à l'Ukraine a été conçu au milieu des années 1990, bien avant que Poutine ne devienne président. D'après une conversation que j'ai eue avec un historien éminent, il semble que le plan d'extension de l'OTAN à l'Ukraine a été formulé en 1992. C'était juste quelques semaines ou mois après avoir promis à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Donc, ce n'est pas un développement récent. Ce n'est pas à propos de Poutine. C'est un plan qui a été fait avant l'époque de Poutine. It's not something new. It's not something about Putin. It's something that predates Putin. There's a fascinating article by Zbigniew Brzezinski in Foreign Affairs magazine, which is Il y a un article intrigant de Zbigniew Brzezinski dans le magazine Foreign Affairs. Ce magazine est notre principale source de politique étrangère. En 1997, Brzezinski a tracé la chronologie de l'expansion de l'OTAN en Europe centrale, en Europe de l'Est, dans les États baltes et en Ukraine. C'était presque exactement en 1997. C'était parce que c'était un plan américain au plus haut niveau. Lorsqu'un article est écrit de cette manière, ce n'est pas seulement l'opinion de l'auteur. C'est une façon d'informer l'opinion de l'élite aux États-Unis sur le véritable plan. Donc, ce plan est en préparation depuis des décennies. Brzezinski a spécifiquement discuté de l'idée de l'OTAN à la fois dans Foreign Affairs et dans un livre qu'il a écrit en 1997 intitulé The Global Chessboard. L'idée était d'encercler la Russie dans la région de la mer Noire. Cette stratégie est similaire à celle utilisée par la Grande-Bretagne et la France de 1853 à 1856. is out of the playbook of Britain and France in 1853 to 1856. It's almost reliving the Crimean War. The idea of the C'est presque comme revivre la guerre de Crimée. Le concept de la guerre de Crimée reposait sur le désir de Palmerston d'expulser la Russie de la mer Noire. he had a similar Brzezinski partageait une idée similaire. Au milieu des années 1990, les haineux accents aigus aux conservateurs américains avaient également une idée similaire remontant à 1992. Ils croyaient que si l'Ukraine et la Géorgie devenaient membres de l'OTAN, la Russie serait encerclée. Si vous regardez la carte, vous pouvez voir que la Russie est encerclée par l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Géorgie. La proposition d'élargir l'OTAN pour inclure la Géorgie est, pour moi, une indication claire. La dernière fois que j'ai vérifié, la Géorgie n'était pas un pays de l'Atlantique Nord. Elle est située dans le Caucase. Alors, que fait l'OTAN en Géorgie? C'est là que les choses ont commencé à mal tourner. C'est la doctrine officielle des États-Unis. C'est étonnamment officiel parce que vous pouvez le trouver dans de nombreux documents. Les États-Unis visent à être la puissance dominante dans toutes les parties du monde. US goal is to be the dominant power in all parts of the world. To my mind, no thanks. It doesn't make me feel any safer. It just means À mon avis, non merci. Cela ne me fait pas me sentir plus en sécurité. Cela ne fait que mener à des guerres sans fin lorsque 4,1% de la population mondiale suppose qu'elle dominera le monde. Je crois que cela fait partie de la politique étrangère des États-Unis depuis des décennies. L'expansion de l'OTAN en fait partie. L'Ukraine est un cas particulier. Elle partage une frontière de 2000 km avec la Russie. Du point de vue de la Russie, c'est un risque de sécurité direct. Si j'étais russe, je ressentirais la même chose. Si j'étais américain, je ressentirais également la même chose à propos de la Russie. Je ne voudrais pas que le Mexique forme une alliance militaire avec la Chine ou la Russie.
De même, je ne voudrais pas que les États-Unis forment une alliance militaire avec l'Ukraine. Ces alliances ne rendent pas le monde plus sûr. States to have a military alliance with Ukraine for the same reasons. It doesn't make the world safer. If NATO expansion was one of the main causes for it, Si l'expansion de l'OTAN était une raison principale de la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine, c'était probablement dû à la crainte d'une situation similaire à la crise des missiles de Cuba en 1962, où des missiles de l'OTAN auraient pu être déployés en Ukraine. Cependant, depuis 2008, il y a eu plusieurs propositions. L'une d'entre elles a été faite lors du sommet de Bucarest, où l'OTAN a promis que l'Ukraine et la Géorgie deviendraient membres. En 2014, il y avait une proposition pour que l'Ukraine reste neutre. Cette neutralité signifiait pas d'adhésion à l'OTAN, mais elle exigeait également le retrait des milices soutenues par la Russie à l'Est. Cela soulève la question, une Ukraine neutre aurait-elle pu prévenir la guerre? Pourquoi cette option a-t-elle été écartée? Depuis 2019, nous savons que l'Ukraine a inscrit l'adhésion à l'OTAN dans sa constitution. Avant 2008, il y avait des allers-retours concernant l'indépendance, la neutralité et l'adhésion à l'OTAN. Cependant, en 2005, l'Ukraine avait exprimé le désir de rejoindre l'OTAN. Alors, si l'Ukraine avait maintenu ou présenté une neutralité crédible, la guerre aurait-elle pu être évitée? credible neutrality could have been avoided. Of course, it could have, and Austria's history is a glorious Bien sûr, cela aurait pu se produire. L'histoire de l'Autriche est un exemple éclatant du succès de la neutralité. À partir de 1955, l'Autriche n'a pas été menacée en raison de son statut de pays neutre non membre de l'OTAN. L'Autriche a retrouvé sa souveraineté et l'Union soviétique est partie. Fait intéressant, l'Union soviétique est partie en 1955 non seulement parce que le traité d'État a été signé, le belvédère a été convenu et la neutralité a été déclarée par le Parlement de ce pays. L'Union soviétique a également suggéré aux États-Unis d'appliquer la même approche à l'Allemagne pour mettre fin à la guerre froide. Ils ont remis en question la nécessité de l'OTAN et l'ont perçue comme une menace. Ils ont rappelé aux États-Unis les 20 millions de vies que l'Allemagne avait prises à leurs citoyens et se sont demandé pourquoi les États-Unis réarmaient l'Allemagne. George Kennan, l'un de nos plus grands hommes d'État et un diplomate historien renommé dans l'histoire moderne, a suggéré d'utiliser l'exemple autrichien à cette époque. said at that moment, use the Austrian example. Have a neutral Germany and tell the Soviet Union, go home, out of Central Europe. Maintenez une Allemagne neutre et ordonnez à l'Union soviétique de se retirer de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Maintenant, il n'y a plus besoin de cette zone tampon car l'Allemagne est neutre. Les États-Unis ne seraient pas d'accord avec cela. Les États-Unis n'ont jamais cru en ce concept. Vous avez eu de la chance qu'ils ne prêtent pas attention. Mais pour l'Allemagne, il n'y avait aucune chance. Nous étions déterminés à établir l'OTAN. À la fin des années 1950, Eisenhower a même suggéré de leur donner des armes nucléaires. C'est pourquoi, suite à une série d'événements terribles, nous avons presque atteint l'Armageddon nucléaire pendant la crise des missiles cubains. Les États-Unis ont du mal à voir les choses du point de vue des autres. Quand je dis les États-Unis, je fais référence à un petit groupe de quelques centaines de personnes, pas au public américain. Le public n'est informé de rien de tout cela. The American people, they're not told anything about this. And just as a footnote, I've tried to explain the role of NATO. Juste pour ajouter une note de bas de page, j'ai tenté de clarifier le rôle de l'OTAN dans cette affaire auprès du New York Times, mais ils refusent de publier quoi que ce soit sur le sujet. Ils ont produit 26 éditoriaux depuis le 24 février 2022, affirmant qu'il s'agit d'une guerre non provoquée. Je les ai contactés, je leur ai écrit, et j'ai expliqué que j'ai conseillé des dirigeants et des pays pendant 3 décennies. J'ai demandé s'ils pouvaient me consacrer 700 mots. La réponse a été non. Il y a un manque total de volonté de s'engager dans une discussion sur cette question. Si vous essayez, vous vous retrouvez sur la liste noire de l'Ukraine et sur la liste des absents de l'Amérique dans les médias grand public. C'est assez remarquable. Il y a une autre chose que tout le monde devrait comprendre. Ce n'est pas une question de démocrate ou de républicain. Il ne s'agit pas du tout de politique partisane. C'est différent des situations avec de nombreux autres présidents. Biden is no different from so many other presidents. It's not, this one's crazy, this one's not crazy. They're all a little bit. Celui-ci n'est pas fou. Ce n'est pas qu'ils sont tous un peu fous.
Il s'agit vraiment de la politique de l'État à son niveau le plus profond à Washington. Cela implique les comités des services armés et les énormes budgets militaires de 900 milliards de dollars. Vous devez tester vos armes, croyez-moi. Les guerres sont nécessaires, et pas rarement. Vous devez être préparé. Vous devez montrer à la Chine qui est le patron. Dans l'esprit de ce petit groupe, cette guerre concerne autant la Chine que tout le reste. Surprenant, n'est-ce pas? Il est difficile de comprendre leur façon de penser. Cependant, ce sujet ne peut pas être discuté ouvertement aux États-Unis en ce moment, du moins pas dans les médias grand public. Bien sûr, il y a 1000 autres moyens de discuter de choses, mais pas dans The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, MSNBC ou CNN. Vous pouvez oublier ça. The Wall Street Journal, MSNBC, CNN. Forget it. Let's go a step further. You mentioned Austria and compared it to Germany. Approfondissons un peu plus. Vous avez évoqué l'Autriche et l'avez comparée à l'Allemagne. L'Autriche a eu la chance, ou peut-être la sagesse, comme vous le suggérez, d'assurer sa neutralité permanente. L'Allemagne, en revanche, a été divisée de manière permanente pendant plusieurs décennies. L'histoire nous enseigne que les guerres se terminent là où les armées s'arrêtent, entraînant souvent une division du territoire. Cela a été évident à la fin de la guerre froide à Téhéran en 1943. La décision a été prise d'établir des zones en fonction de l'endroit où les armées étaient stationnées après la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, nous voyons un déplacement du rideau de fer un peu plus à l'est. Ce rideau de fer s'étend de l'Arctique, avec la Finlande et la Suède rejoignant l'OTAN, et coupe directement à travers l'Ukraine jusqu'à la mer Noire. Prévoyez-vous une division permanente pour l'Ukraine similaire à ce qui s'est passé en Allemagne ou en Corée? Ou prévoyez-vous une guerre perpétuelle, étant donné que la neutralité permanente ne semble plus être une option pour l'Ukraine? Since I guess permanent neutrality is not the option anymore for Ukraine. I would say we don't know what the options are because there has been no. Je soutiendrai que nous ne sommes pas conscients des options disponibles car il n'y a eu aucune communication diplomatique entre les États-Unis et la Russie depuis le début de la guerre. À ma connaissance, il n'y a eu aucune conversation entre le président Biden et le président Poutine depuis le 24 février 2022. Je pense que c'est pire que le comportement des écoliers. Je trouve difficile de comprendre comment le monde pourrait être au bord d'une guerre nucléaire. S'ils le voulaient, je pourrais leur envoyer un lien pour se connecter via Zoom. Je pourrais même passer un coup de téléphone pour eux. Je serais prêt à leur prêter mon téléphone. Ce n'est pas si difficile. Cependant, ils ne communiquent pas. C'est considéré comme sophistiqué pour une raison quelconque. C'est absolument stupéfiant. Il est essentiel qu'ils commencent à parler. This is absolutely mind-boggling. Of course you need to talk. You need to understand the other side. Maybe you won't agree. More likely you'll... Vous devez comprendre l'autre côté. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais il est plus probable que vous trouverez un moyen de dépasser cela. À la fin, il pourrait y avoir de nombreux résultats. Donc, je ne peux pas faire de prédiction. L'Ukraine pourrait être divisée. Il pourrait y avoir une guerre nucléaire. L'Ukraine pourrait devenir neutre et la Russie pourrait se retirer de la majeure partie de l'Ukraine. Cependant, je ne crois pas que la Russie quittera la Crimée pour diverses raisons. Mais beaucoup de choses pourraient arriver. Il est important de noter qu'en décembre 2021, il n'y avait aucune mention de l'annexion du Donbass par la Russie. Ce que la Russie voulait, c'était que les accords de Minsk soient respectés. C'est assez intéressant. Now, that's quite interesting. The Minsk II agreement declared that there would be autonomy. Les accords de Minsk stipulaient que l'autonomie serait accordée à Lugansk et Donetsk dans l'est de l'Ukraine, des zones dominées par le groupe ethnique russe. Cet accord a été signé par l'Ukraine et approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU par un vote de 15-0. Il a également été garanti par la France et l'Allemagne. Mes connaissances ukrainiennes, qui ne me considèrent plus comme un ami, m'ont dit qu'elles ne respecteraient jamais cet accord, le traitant comme une blague. Lorsque la Russie souligne que l'accord n'a pas été respecté, nous le rejetons, affirmant que la Russie ne croit pas en la diplomatie. La déclaration que je viens de faire pourrait amener certains à me cataloguer comme un partisan de Poutine. En d'autres termes, nous sommes pris dans un cycle d'arguments étranges. Cependant, la vérité est en réalité assez simple. The truth is actually rather straightforward. The United States participated in the overthrow of Yanukovych. A
Russophobic. Les États-Unis ont participé au renversement de Yanukovych. Un gouvernement hostile envers la Russie est arrivé au pouvoir. Ils ont déclaré leur intention de rejoindre l'OTAN presque immédiatement, au cours de l'année 2014. Le taux d'expédition d'armes en provenance des États-Unis a augmenté. Les accords de Minsk ont été signés, mais le gouvernement ukrainien les a ignorés. La chancelière Merkel a expliqué plus tard, spécifiquement l'année dernière, qu'elle les avait complètement ignorés. Le 17 décembre 2021, le président Poutine a présenté un projet d'accord de sécurité entre les États-Unis et la Russie. Cet accord avait 2 points principaux que Poutine a soulignés. Le premier était que l'accord de Minsk devrait être mis en œuvre. Le deuxième était que l'OTAN ne devrait pas s'agrandir. Cependant, les États-Unis ont répondu en disant qu'ils ne négocieraient pas sur ces questions. We don't negotiate with you over those things. And it's NATO doctrine. What we do is no third country's business. Cela repose sur la doctrine de l'OTAN. Nous n'avons pas besoin de prendre en compte les opinions des pays tiers. C'est comme lorsque Castro a demandé aux États-Unis « Qu'est-ce que cela peut vous faire ?» C'était juste avant que nous n'envahissions lors de l'incident de la baie des Cochons. Nous avons également failli provoquer une catastrophe mondiale lors de la crise des missiles cubains. Si la situation était inversée, même légèrement, vous pouvez être sûr que les protestations contre toute revendication faite par les États-Unis seraient assourdissantes. Ce type d'hypocrisie et d'arrogance est très irritant pour la plupart du reste du monde. Nous déclenchons des guerres quand nous le voulons. Nous avons le pouvoir d'envahir l'Afghanistan et l'Irak. Nous pouvons même tenter de renverser Assad. Ne vous y trompez pas, ce n'était pas une guerre civile. C'était une opération de changement de régime par les États-Unis, autorisée par le président et menée par la CIA. Elle s'appelait l'opération Timber Sycamore. Operation signed by the President of the United States to the CIA called Operation Timber Sycamore. We can overthrow Gaddafi with the NATO in the end of 2011. Kadhafi a été renversé avec l'aide de l'OTAN à la fin de 2011. Nous avons également renversé Yanukovych. Nous semblons faire ce que nous voulons. Alors pourquoi les plaintes? Nous sommes une alliance pacifique et défensive. Mais cette approche ne fonctionne pas. C'est pourquoi nous ne sommes pas sûrs de ce qui pourrait arriver ensuite. Je l'ai dit avant et je le répète, le président Biden a fait ce qu'un président américain devrait faire. Il a d'abord décroché le téléphone, ou initié un appel Zoom, et a parlé à son homologue. Il lui a dit de rentrer chez lui, et lui a assuré que nous ne comblerions pas le vide avec l'OTAN. Cela pourrait conduire à de nombreux résultats positifs. Donc, je n'exclus rien. Cependant, il faut 2 parties pour négocier. Sur une autre note, j'aimerais ajouter quelque chose. En mars 2022, la Russie et l'Ukraine ont négocié pour mettre fin à la guerre. Étiez-vous au courant de cela? Ils ont négocié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quel a été le résultat? They negotiated. What happened? What happened? Excuse me? No, that's not what happened. Okay, Bucha may or may not have happened, but that's not. D'accord, mais ce qui a pu ou non se produire n'est pas ce qui s'est passé à la table des négociations. Les États-Unis leur ont dit de ne pas négocier. C'est maintenant clair à partir de plusieurs sources. Si vous voulez entendre une description intéressante de cette situation qui souligne son étrangeté, considérez ce que Naftali Bennett a dit. Bennett, qui était alors le Premier ministre d'Israël et un médiateur informel, a déclaré qu'ils en étaient au 7e projet et étaient proches de parvenir à un accord. Cependant, les États-Unis ont interrompu le processus. Il a exprimé qu'il ne pensait pas qu'ils auraient dû l'arrêter, mais il croyait que c'était important à cause de la Chine. C'est difficile à croire, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai entendu cela de tous les côtés. Donc, il n'est pas hors de notre portée d'avoir un résultat négocié à cette situation. C'est tout à fait possible. Let me push a little bit on this. On the one hand, you're saying Permettez-moi de vous défier un peu sur ce point. Vous suggérez que toutes les options sont possibles, mais vous ne savez pas laquelle. Cependant, vous dites également que la diplomatie n'est plus efficace. Alors, quel est le résultat réel ici? Karlov Clausewitz a une fois déclaré qu'une guerre s'intensifie toujours jusqu'au extrême, à moins qu'il n'y ait un accord de paix ou une défaite complète de l'ennemi. Actuellement, aucune de ces options ne semble probable. Donc, les combats continuent. À quoi ressemblent ces extrêmes lorsque la diplomatie est hors de question et que les décisions sont prises sur le champ de bataille? Pourrait-il s'agir d'une guerre à grande échelle? Y a-t-il une chance que cela implique des armes nucléaires?
There are many theories of what's going to happen on the battlefield, but before I get to them, just to say that Il existe de nombreuses théories sur ce qui se passera sur le champ de bataille. Cependant, avant d'en discuter, il est important de mentionner une observation célèbre de Clausewitz. Il a dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Cette observation est très pertinente ici car nous traitons de questions politiques. Cela signifie que ces problèmes peuvent être résolus politiquement, pas militairement. C'est un point crucial. Si nous avions affaire au délire d'un fou, la situation serait différente. Mais nous avons affaire à la politique. C'est de la politique liée à l'Ukraine et à l'OTAN. Par conséquent, un résultat négocié est possible. Je ne rejetterai pas cette possibilité. Maintenant, beaucoup de choses pourraient arriver. Mais à mon avis, une chose qui ne peut pas arriver est que la Russie soit vaincue. the one thing that cannot happen, in my opinion, is that Russia is defeated. And the reason is that if Russia were to lose in a conventional... La raison en est que si la Russie devait perdre au sens conventionnel, je crois qu'elle serait susceptible d'escalader vers une guerre nucléaire. C'est parce que la Russie perçoit cette question comme une question de survie, et non comme une notion insouciante ou capricieuse. Il ne s'agit pas de recréer l'Empire russe ou de vivre dans un monde de rêve de Pierre le Grand. C'est perçu comme une menace pour leur existence. Que ce soit vraiment le cas ou non, c'est ainsi que c'est perçu. Il convient également de noter que Poutine n'est pas le plus extrémiste en Russie. Beaucoup sont contrariés qu'il n'ait pas escaladé la situation plus rapidement et de manière plus agressive, ce dont la Russie est capable. Ainsi, un résultat possible est que la Russie pourrait gagner sur le champ de bataille dans les mois à venir. C'est une réelle possibilité, surtout dans une guerre d'usure, où un pays plus grand et plus puissant a tendance à avoir le dessus. and powerful country has a propensity to win. And because apparently, although I'm no expert on this, it is said that On dit que les stocks de l'OTAN, y compris ceux des États-Unis, sont très bas. Je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est ce qui est rapporté. On dit aussi qu'il faudra des années pour augmenter la production militaire américaine. Même Politico, un quotidien de droite aux États-Unis, a publié un article affirmant que le Pentagone s'inquiète des réserves épuisées. Ils disent que notre véritable guerre est avec la Chine. Par conséquent, il est possible que la Russie puisse remporter une victoire significative sur le champ de bataille. Cela pourrait conduire à diverses issues. Cela pourrait entraîner une escalade de l'OTAN, où les choses sont portées à un niveau supérieur. Alternativement, cela pourrait conduire à une forme de négociation, ou à l'établissement de lignes gelées ou d'un armistice. Cela pourrait même aboutir à la division de l'Ukraine en deux, ou à une autre issue. frozen lines or armistice or Ukraine divided in two or something else. Okay, that's one possibility. Another possibility is that Ukraine wins significantly in this. D'accord, c'est une possibilité. Une autre possibilité est que l'Ukraine remporte significativement cette contre-offensive. Supposons que ce soit le cas. La Russie admettrait-elle son erreur et rentrerait-elle chez elle? J'en doute. Je crois que la Russie aggraverait encore la situation. La Russie a 1600 armes nucléaires déployées, y compris tactiques. Chaque jour, j'entends des gens dire « Ne te laisse pas intimider par les armes nucléaires ». Ceux qui disent cela n'ont aucune compréhension de l'histoire de l'ère nucléaire. Si vous n'avez pas peur de jouer avec ça, vous ne connaissez pas l'histoire. J'en suis terrifié. Donc, si la Russie était en train de perdre une guerre conventionnelle, je serais extrêmement inquiet de ce qui pourrait arriver ensuite. I would be terrified right now of what would come next. And the idea that we had a story last week in the Washington Post, by the way, which La semaine dernière, nous avons eu une histoire dans le Washington Post. Elle suggérait que Biden a décidé qu'il pouvait ignorer davantage les lignes rouges de Poutine parce que, jusqu'à présent, tout n'a été qu'un bluff. C'est un jeu dangereux. Le meilleur livre sur la crise des missiles de Cuba, Gambling with Armageddon, décrit une situation similaire. Je connais les personnes qui prennent ces risques. Je ne leur confierai pas le sort du monde. Je les connais personnellement. Je ne parierai pas le monde sur eux. Donc, c'est notre situation actuelle. De nombreux résultats sont possibles. L'un d'eux est que Biden pourrait décrocher le téléphone et proposer une solution. Il pourrait suggérer un moyen de résoudre ce problème sans provoquer une catastrophe mondiale. Il pourrait proposer que Poutine rentre chez lui et que l'OTAN cesse de s'étendre. C'est le résultat que j'aimerais voir. with you going home and with NATO not enlarging. That's what I would like to see. You said nuclear weapons, of course, Russia might use or might threaten with. Vous avez mentionné les armes nucléaires. Bien sûr,
la Russie pourrait utiliser ou menacer d'utiliser des armes nucléaires. Cependant, pour le moment, il ne semble pas que la Russie obtiendra une victoire décisive sur le champ de bataille. N'y a-t-il pas eu une erreur de calcul de la part de la Russie au départ? La Russie n'a pas augmenté de manière significative ses dépenses militaires avant la guerre, contrairement à d'autres puissances impériales de l'histoire. La Russie a envahi l'Ukraine avec 180 000 soldats. En comparaison, les États-Unis ont déployé 800 000 soldats au Koweït en 1992 pour le libérer. Le Koweït est 40 fois plus petit que l'Ukraine. Alors, n'était-ce pas une erreur de calcul militaire de la part de Poutine au départ? Maintenant, la seule option qui semble rester est celle des armes nucléaires. N'était-ce pas un pari dangereux de la part de Poutine? Aren't we just witnessing a game of chicken on both sides? Isn't that what we're N'est-ce pas simplement un jeu de poule mouillée que nous sommes en train de voir? N'est-ce pas que chaque côté croit pouvoir déjouer l'autre, et chaque côté défie le bluff de l'autre? Les États-Unis croyaient qu'ils pouvaient éliminer Yanukovych sans aucune répercussion. C'était l'hypothèse des États-Unis. Les États-Unis ont renversé de nombreux gouvernements. C'est une terrible habitude. Ils ont négligé la diplomatie. Ils croient avoir appris des Britanniques que si vous n'aimez pas votre homologue, vous devriez le renverser. Alors ils oublient la diplomatie. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de négocier avec eux, mais plutôt de les saper. Alors ils croyaient qu'ils pouvaient déposer Yanukovych sans aucune répercussion. Poutine a saisi la Crimée, comme il l'avait dit à George Bush qu'il le ferait. Crimea like he told George Bush he would. Okay? And the Russian parts of the Ukrainian Les factions russes de l'armée ukrainienne, séparées dans l'est de l'Ukraine, ont pris leurs armes et ont établi les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Les observateurs de l'OSCE et de l'OTAN ont déclaré que ce n'étaient pas des armes russes qui étaient importées. Ils ont dit que ces armes étaient ukrainiennes, prises à l'armée ukrainienne pour former ces deux régions séparatistes. Je n'étais pas présent à l'époque. Cela a conduit aux accords de Minsk. Poutine pensait que cela pourrait être la solution pour mettre fin au conflit. Les deux régions gagneraient en autonomie et la Crimée appartiendrait à la Russie. Cela aurait potentiellement pu mettre fin à la guerre. Cependant, les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Lorsque le président Biden a pris ses fonctions, Poutine lui a demandé d'arrêter. Mais Biden a refusé, demandant pourquoi il devrait arrêter. Il a déclaré que l'Ukraine allait rejoindre l'OTAN. Tout au long de 2021, les États-Unis ont signé 3 documents de haut niveau s'engageant à l'expansion de l'OTAN pour inclure l'Ukraine. Committing the US to NATO enlargement to Ukraine. On December, and then Putin massed troops on the border and put forward this draft document on December. Puis Poutine a stationné des troupes à la frontière et a présenté un projet de document le 17 décembre. Il croyait, je pense, que cela mènerait à des négociations. J'ai contacté la Maison-Blanche 1 ou 2 semaines plus tard et j'ai eu une longue conversation avec un haut fonctionnaire. Je les ai exhortés à négocier pour éviter une guerre. Ne pas étendre l'OTAN n'est même pas une concession, c'est juste du bon sens. Cependant, on m'a dit qu'il ne négocierait jamais sur cette question. Ainsi, Poutine croyait que sa stratégie fonctionnerait, mais ce ne fut pas le cas. En conséquence, il a lancé l'invasion le 24 février. Qu'attendait-il alors? Je crois qu'il anticipait une négociation rapide. Pourquoi le pense-je? Parce qu'une négociation rapide a eu lieu 3 semaines plus tard. À ce moment-là, Zelensky a déclaré qu'il n'avait pas besoin de faire partie de l'OTAN et pouvait rester neutre. Later, Zelensky said, "We don't have to be part of NATO. We can be neutral." Go look it up, ladies and gentlemen. That was Putin's idea. Allez le chercher, mesdames et messieurs. C'était l'idée de Poutine. Nous avons montré que nous sommes sérieux. Maintenant, nous négocierons un résultat basé sur la neutralité. Cependant, les États-Unis n'ont pas été convaincus et ont dit, en aucun cas. Nous avons conseillé à notre client de ne pas négocier, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Donc, ils n'ont pas cru au bluff. Et avec les sanctions et notre double mise, ils pensaient que Poutine reculerait. Mais non, Poutine a mobilisé 300 000 personnes supplémentaires à l'été 2021. Il n'a pas cru au bluff non plus. Nous enverrons des chars et des F-16, nous pensions. Nous allons le mettre au défi. C'est comme si nous étions tous de retour en 6e année. C'est ce que nous sommes en train de voir. La seule différence est qu'il joue avec des armes nucléaires. C'est clair. D'ailleurs, ce n'est pas seulement clair pour moi. J'ai dit cela aux responsables américains tout au long de ce processus. Pendant un moment, ils m'ont même écouté. Because for a while, they would even talk to me.
because I know them. I've been around. And I said, this is... Parce que je les connais. J'ai été là, et j'ai dit, c'est sérieux pour la Russie. D'ailleurs, tous nos meilleurs diplomates disent la même chose depuis 30 ans. William Burns, qui est très intelligent et est maintenant le directeur de la CIA, était l'ambassadeur des États-Unis en Russie en 2008. Il a envoyé un mémo bien connu. Le mémo est intitulé « Niet signifie niet ». Il a expliqué que toute la classe politique russe est fermement contre l'expansion de l'OTAN en Ukraine. Niet signifie niet, a-t-il dit, et ce n'est pas une blague. Cependant, les politiciens américains ne prêtent pas attention à cela. Bill Perry, notre secrétaire à la Défense, a dit que nous ne devrions pas étendre l'OTAN. George Kennan a déclaré en 1997, pas en 2007, que cela allait conduire à un désastre. Vous pouvez le trouver dans le New York Times. C'est sur leur site web. Tout cela était prévisible. Ils agissent comme des enfants. This is all predictable. They behave like kids. Raytheon lobbies for more sales. All the think tanks in Washington are gung-ho. Raytheon fait du lobbying pour augmenter ses ventes. Tous les groupes de réflexion à Washington sont fortement en faveur des droits unilatéraux des États-Unis. Chaque article du magazine Foreign Affairs discute de ce qu'ils appellent la primauté des États-Unis. Il s'agit donc de savoir comment les États-Unis peuvent maintenir leur position de tête. En tant qu'économiste, je ne considère même pas cette question. Au lieu de cela, un économiste demanderait « Comment pouvons-nous créer une économie commerciale gagnant-gagnant ?» Mais si vous êtes un stratège, le plus important est de savoir qui est en haut. Pour moi, cela ressemble à une mentalité de 6e année. Mais pour eux, chaque côté essaie de faire sauter le bluff de l'autre. Alors, où se situe le miscalcul? Il est des deux côtés. Le seul perdant absolu dans cette situation est l'Ukraine. L'Ukraine avait un président, Yanukovych, qui essayait délicatement d'éviter de se retrouver pris dans une guerre par procuration. Mais il a été renversé. Being engulfed in a proxy war, and that was Yanukovych, and he was overthrown. I have a couple of more questions before we move on to the Q&A questions, 3 more questions. J'ai encore quelques questions avant de passer à la séance de questions-réponses. De toute évidence, la perception occidentale est différente. L'Occident croit que Poutine a réintroduit la guerre, les blocus et une course aux armements en Europe. Cependant, il semble que l'Occident soit plus que prêt à accepter cette réalité créée par Poutine comme la nouvelle norme. Nous avons ce terme, Zeitenwende. Il semble qu'il y a un accord pour s'engager à un niveau beaucoup plus bas. Des valeurs supérieures telles que le multilatéralisme, l'interdépendance et le contrôle des armements ont tout été abandonnés, même par l'Occident. Ainsi, il semble que Poutine ait gagné ce récit. Nous sommes maintenant dans un monde différent. Peu importe qui est à blâmer, tout le monde joue le même jeu. The very sad thing for me in watching this is how La chose qui me attriste quand je regarde cela, c'est comment l'Europe a perdu son identité en tant qu'union politique et est devenue une partie de l'OTAN. Je trouve difficile de comprendre l'équation entre l'UE et l'OTAN. Le fait que la présidente van der Leyen fait campagne pour quitter son poste de présidente de la Commission européenne pour devenir la chef de l'OTAN est un exemple clair de combien la situation est devenue étrange. Je travaille comme professeur de développement durable. Cela signifie que j'étudie non seulement les niveaux de revenus, mais aussi la qualité de vie, la santé et de nombreux autres aspects de la vie. Je travaille également comme coéditeur. Je suis le coéditeur fondateur d'un rapport annuel nommé le World Happiness Report. Ce rapport utilise les données collectées par Gallup International pour évaluer l'évaluation subjective de la vie dans plus de 150 pays. Subjective assessment of life in more than 150 countries. The reason I mention all of this is Europe has by far the highest living standards. La raison pour laquelle je discute de tout cela est parce que l'Europe a les normes de vie les plus élevées de la planète. Elle a également la meilleure qualité de vie. De plus, c'est la région la plus concentrée sur la réduction des inégalités, sur la transformation verte et sur ce que nous devrions faire au XXIe siècle. C'est la mission de l'Europe. C'est un continent de paix, de développement durable et d'équité sociale. C'est la brillance de l'OSCE, qui étend l'Europe jusqu'à l'Oural. J'ai été conseiller du président Gorbatchev. Je le connaissais personnellement. Il croyait en une maison européenne commune. Ce n'était pas une ruse nuisible, il y croyait vraiment. C'était un grand homme de paix, peut-être le plus grand homme d'État de notre époque. Malheureusement, les États-Unis ne pouvaient pas le comprendre.
And the United States could not understand him. They could not take yes for an answer. He's offering peace. Il ne pouvait pas accepter une réponse positive. Il propose la paix. Quel est le piège? Il suggère la paix. Oh, je comprends maintenant. Nous deviendrons la seule superpuissance. Il propose de démanteler les armées. Je comprends maintenant. Nous allons étendre l'OTAN jusqu'au Caucase. C'est ainsi que les États-Unis répondent à la meilleure chance que nous ayons eue pour la paix. L'Europe renonce à ses plus grandes réalisations dans ce processus. L'Europe n'est pas un partenaire subordonné à la superpuissance mondiale. L'Europe ne partage même pas les mêmes valeurs que les États-Unis. C'est, en passant, factuellement exact. Nous appartenons au monde anglo-saxon excentrique. Nous adhérons toujours au libertarianisme de John Locke. Nous croyons toujours qu'il n'y a aucune obligation d'aider les pauvres. Ils sont considérés comme un fardeau pour la société. Nous nous accrochons à des idées qui ont vu le jour en Grande-Bretagne au XVIIe siècle. We have ideas that go back to 17th century Britain, and then we learned from 19th century Britain what global empire means. Puis nous avons appris de la Grande-Bretagne du XIXe siècle le concept d'un empire mondial. Nous avons décidé que c'était notre vocation. L'Europe est bien supérieure à ce qu'elle accepte actuellement. Cette situation est extrêmement triste et très dangereuse. Au fait, je comprends les sentiments de la Pologne. J'ai été leur principal conseiller économique. Je les ai aidés à annuler leurs dettes en 1990 et 1991. J'ai aidé à stabiliser leur économie. J'étais leur plus fervent défenseur pour rejoindre l'Union européenne. Fait intéressant, on ne l'appelait même pas l'Union à l'époque. On la connaissait sous le nom de Communauté européenne lorsque j'ai commencé la campagne. J'ai rédigé leur premier programme de réforme. On m'a informé que le thème était « Le retour à l'Europe ». Cette directive m'a été donnée par l'équipe de Lech Walesa. The theme is the return to Europe. That's the instruction I was given by Lech Wałęsa's team. You write a plan for the economic return to Europe. So I've seen all of this. Vous êtes chargé de rédiger un plan pour le retour économique en Europe. J'ai vu tout cela. Je peux comprendre leur peur de la Russie. Cependant, je ne l'accepte pas comme une stratégie géopolitique intelligente ou une solution. Je le comprends certainement. Ma femme est née en Tchécoslovaquie communiste. Je ne suis sous aucune illusion quant aux attitudes dures, mais nous devons réfléchir à la façon dont nous allons assurer une planète sûre. Ce n'est pas seulement une question d'émotion. Il s'agit d'avoir une certaine connaissance de l'histoire, la capacité de voir le point de vue de l'autre, et de comprendre l'histoire, y compris l'histoire de la guerre froide. Ce pays, comme je l'ai souligné, offre une grande leçon qui est complètement négligée. Au fait, tous les États neutres, à l'exception de l'Autriche, ont abandonné avec enthousiasme leur neutralité. C'était une grosse erreur. Big mistake. But my point is, please, Europe is not NATO. Mon point de vue est que l'Europe n'est pas l'OTAN. L'Europe n'est pas l'OTAN. Si vous connaissiez le chaos de l'autre côté de l'Atlantique, vous comprendriez. Ils croient que leur rôle le plus important dans le monde est de confronter la Chine. Est-ce à quoi vous voulez vous engager maintenant? Je vous le déconseille. Vous avez les normes de vie les plus élevées et les meilleures valeurs, à mon avis. Ce sont des valeurs sociales démocratiques, qui influencent même les partis non sociodémocrates. Ils promeuvent l'idée que les gens devraient être pris en charge, qu'il devrait y avoir des logements sociaux et des services publics. Nous n'avons pas de couverture santé universelle. Si vous vous alignez sur ces valeurs, je ne le recommanderais pas. Nous n'avons pas de valeurs publiques. Nous avons des valeurs libertaires britanniques de laisser faire lockéennes. Je ne les recommande pas. Et, pour la petite histoire, elles ne fonctionnent pas très bien. Libertarian values. I don't recommend it. By the way, it doesn't work very well. I live in an expensive neighborhood in New York that is absolutely filled with... Je réside dans un quartier coûteux de New York, qui est infesté de mendiants. Il est également rempli de déchets non ramassés car les espaces publics ne sont pas entretenus. Maintenant, il est également touché par des fusillades. Je déconseille cela. Cette situation fait partie d'un problème plus large. Alors que notre société s'effondre de l'intérieur en raison des fusillades de masse fréquentes, nous restons concentrés sur la guerre. Lors de nos récentes négociations sur la dette, l'accord bipartisan était de plafonner les dépenses sociales tout en permettant d'augmenter les dépenses militaires. Malgré des dépenses 3 fois supérieures à celles de la Chine, et plus que les 10 pays suivants combinés, nous continuons à augmenter notre budget militaire. Nous maintenons également 800 bases militaires à l'étranger à travers le monde. Je vous exhorte à ne pas soutenir cela. L'Europe n'est pas la même chose que l'OTAN. Don't sign up for that. Europe is different from NATO.
But at the moment, it doesn't seem like that because, of En course, ce moment, il ne semble pas que la vocation de l'Europe soit le multilatéralisme efficace, comme vous l'avez suggéré. Au contraire, nous semblons nous diriger vers la polarisation. Certaines personnes appellent cela un monde multipolaire. Cependant, un monde multipolaire sans multilatéralisme peut être très dangereux. Nous l'avons vu auparavant dans les périodes précédant les Premières et Secondes Guerres mondiales. Alors, ma question est, comment pouvons-nous retrouver le multilatéralisme? Si nous relions cela à la Russie, devrions-nous construire un système de sécurité européen? Ce système devrait-il être avec la Russie, sans la Russie, ou contre la Russie? Devrions-nous intégrer la Russie dans un monde multilatéral? Si oui, comment pouvons-nous y parvenir? Vous avez mentionné l'OSCE avec le CSC de 75 comme exemple. Alors, à quoi pourrait ressembler un monde multilatéral sans polarisation, ou du moins avec une polarisation minimale? Avez-vous des modèles ou des idées? look like? Do you have any models, ideas? I was very keen on the European Union enlargement. J'étais très intéressé par l'expansion de l'Union européenne et j'ai joué un rôle significatif dans ces premières années. Je crois que les voisins devraient travailler ensemble. Par conséquent, j'apprécie vraiment le cadre de l'OSCE. Je crois que c'est correct. Je pense également qu'il est approprié pour l'Europe d'avoir un arrangement de sécurité européen. Autour du monde, les régions sont souvent divisées en interne, généralement en raison des divisions de la guerre froide. Ces divisions sont souvent basées sur une stratégie impériale et stratégique américaine de diviser pour mieux régner. Ainsi, nous voyons la division encouragée. Les États-Unis alimentent les divisions en Asie du Nord-Est. Le Japon et la Corée sont de notre côté, tandis que la Chine est de l'autre côté. Nous créons une nouvelle alliance militaire, AUKUS, qui comprend l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni pour les sous-marins nucléaires en Australie. C'est exactement ce dont nous avons besoin. C'est aussi exactement ce dont l'Australie a besoin. Australia, just what we need, just what Australia needs. What the solution is, each region should cooperate. La solution est que chaque région devrait coopérer. L'Union africaine devrait également coopérer en interne. L'Europe, bien sûr, devrait viser à inclure la Russie. Pouvez-vous imaginer autre chose? Comment ne pas craindre la menace quotidienne de la guerre nucléaire? La prévalence de cette culture de l'annulation est étonnamment mal orientée. Par exemple, même le Philharmonique de New York a annulé un concert de Rachmaninoff prévu pour mai. Il est difficile de comprendre à quel point cela est grossier. Nous parlons ici de haute culture. Il ne semble pas comprendre qu'il est acceptable de jouer du Rachmaninoff. Il y a même eu des protestations à propos de Tchaïkovski, avec des gens disant de ne pas jouer La Belle au bois dormant à Noël. C'était un problème même ici. Mais quoi de plus beau que La Belle au bois dormant de Tchaïkovski? Peut-être que quelques valses de Strauss pourraient rivaliser. Je dirais qu'ils sont au même niveau. Waltzes also. Okay, I would say that they're right up there. But we should not be behaving this way. And the demonization. Nous ne devrions pas nous comporter de cette manière. Diaboliser les autres ne rend personne en sécurité, ni ne résout aucun problème. Cela ne fait que mettre tout le monde sur le qui-vive. Nous devons nous rappeler que nous vivons à l'ère nucléaire. Mon idée fondamentale tourne autour de la Charte des Nations Unies, de la coopération régionale et des objectifs mondialement convenus tels que les objectifs de développement durable et l'accord de Paris sur le climat. D'autres accords importants incluent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le traité sur les hautes mers et le cadre de biodiversité Kunming-Montréal. En essence, nous devrions nous concentrer sur la prise en charge des personnes et de la planète. Au lieu de dépenser 2,2 billions de dollars en armement militaire l'année dernière, nous aurions pu utiliser une partie de cet argent pour éduquer les enfants. Cela améliorerait grandement le monde pour les centaines de millions d'enfants qui ne sont pas à l'école parce que leurs gouvernements ne peuvent pas se permettre de leur fournir des lycées. C'est sur quoi nous devrions nous concentrer. So this is what we should be doing. We actually have globally agreed goals. We have the OSCE. We have the means to do them. Nous avons effectivement des objectifs convenus à l'échelle mondiale. Nous possédons l'OSCE. Nous avons les ressources pour y parvenir. Les politiciens américains devraient s'abstenir de se rendre à Taïwan et de déclarer que nous allons défendre Taïwan à tout prix. Nous avons convenu d'une politique d'une seule Chine il y a 50 ans, et cette politique reste la bonne. La Chine soutient cette politique car, à partir de 1839, les puissances impérialistes occidentales, suivies plus tard par le Japon,
ont tenté à plusieurs reprises de détruire ou de conquérir la Chine. Ils ne sont pas particulièrement impatients de revivre cette histoire. Je comprends leur point de vue. Nous devrions faire preuve de prudence. Nous ne sommes pas loin d'un monde pacifique car la plupart des gens dans le monde le désirent. Au fait, la Chine n'a pas l'intention de prendre le contrôle du monde. C'est une discussion pour une autre longue soirée. Je visite la Chine depuis 42 ans, souvent plusieurs fois par an dans de nombreux cas. Many times a year on many cases. It's the last thing in the world that I'm worried about, is China taking over the world. La dernière chose qui me préoccupe, c'est la Chine qui prend le contrôle du monde. Cette préoccupation ne rentre même pas dans une catégorie de 2000 ans de stratégie d'État chinoise. La Chine n'a pas initié une seule guerre à l'étranger en 2000 ans. Le seul cas que vous pourriez éventuellement compter est lorsque les Mongols, qui contrôlaient Pékin, ont lancé une invasion du Japon. Cela s'est passé en 1274, si je ne me trompe pas sur la date. Cependant, la flotte mongole a été vaincue par un typhon, connu sous le nom de vent kamikaze. Mis à part cela, il n'y a jamais eu de cas où la Chine a initié une guerre. Par exemple, la Grande-Bretagne et la France ont été en guerre l'une contre l'autre presque chaque année pendant 1000 ans, d'une manière ou d'une autre. Mais la Chine et le Japon n'ont jamais été en guerre, sauf pour les 3 occasions où le Japon a envahi la Chine. La Chine n'a jamais envahi le Japon. Donc, il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter de la Chine. C'est un endroit agréable avec de la bonne nourriture et une culture fascinante. Je recommande de visiter. Good food, fascinating culture. Go have a visit. Right. So before I ask you the very last question, I just want to add to your observation. Avant de vous poser la dernière question, je souhaite ajouter à votre observation. Il y a la Chine, Taïwan, et le sondage le plus récent du Conseil européen des relations étrangères, un groupe de réflexion transatlantique. Ils ont mené un sondage en demandant aux citoyens, pas au gouvernement, de l'Union européenne. La question était, si un conflit éclate entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan, que ferait-il ? Environ 60 à 65% des Européens ont dit qu'ils préféreraient rester neutres. Ils ne prendraient pas parti pour la Chine ou les États-Unis. Ainsi, les points de vue des citoyens européens pourraient différer de ceux de leur gouvernement. Maintenant, je ne peux pas éviter de poser cette dernière question. Vous êtes ici en tant qu'Américain, et vous avez écrit sur le lien entre la guerre et la dette. La dette s'accumule aux États-Unis, et il y aura des élections l'année prochaine. Alors, cette crise affectera-t-elle la décision du prochain gouvernement de soutenir l'Ukraine ? U.S. politics is basically a plutocratic. La politique américaine est essentiellement un État plutocratique. La politique publique a été saisie par plusieurs lobbies influents, chacun dédié à son domaine spécifique. Ils maintiennent le contrôle sur la politique américaine grâce aux contributions de campagne. C'est parce que nos campagnes électorales sont financées par des milliardaires et des lobbies d'entreprises. Le coût d'un cycle électoral est maintenant d'environ 15 milliards de dollars. Vous avez peut-être vu George Soros dire hier, « Je donne mon empire à mon fils ». Son fils a répondu, « Je vais financer le Parti démocrate ». Cela implique qu'il pourrait, comme d'autres milliardaires, potentiellement investir des centaines de millions de dollars, voire jusqu'à 1 milliard de dollars, dans l'élection de 2024. In the 2024 election. And then there are other billionaires. And so what are the lobbies? Wall Street controls financial policy. And our health lobby. Alors, quels sont les lobbies ? Wall Street gouverne la politique financière. Notre lobby de la santé supervise notre système de santé privé incroyablement coûteux, souvent appelé un système de santé. Notre lobby agricole gère l'industrie alimentaire, qui est liée à environ 60% des cas d'obésité ou de surpoids aux États-Unis. C'est une autre crise de santé publique massive et très grave. Le complexe militaro-industriel dicte non seulement la politique militaire, mais aussi la politique étrangère. En conséquence, nous avons une guerre continue et des budgets militaires de l'ordre de 1000 milliards de dollars. Le budget du Pentagone à lui seul est de 900 milliards de dollars, mais il y a plus. Il y a la CIA, la sécurité intérieure, et de nombreuses autres catégories, y compris le département de l'énergie avec les armes nucléaires. Le total pourrait être d'environ 1,2 billion de dollars par an. It's maybe $1.2 trillion a year. So that's on the spending side. On the revenue side, we have. Donc, cela est lié à l'aspect des dépenses.
Du côté des revenus, il y a un accord unanime parmi les milliardaires. Leur message est clair, ne nous taxez pas. En conséquence, la collecte d'impôts aux États-Unis est faible. Ensuite, il y a les dépenses militaires, par exemple, qui ont atteint environ 6 billions de dollars pour les guerres en Irak, en Afghanistan et dans d'autres conflits. 6 billions de dollars est une somme significative. Elle commence à s'accumuler avec le temps. Par conséquent, notre crise de la dette découle d'un système politique dysfonctionnel. Ce n'est pas une question de démocrates et de républicains. C'est une façon simpliste de voir les choses, presque comme un jeu d'enfant. Le véritable pouvoir réside chez l'oligarchie et la plutocratie, qui englobent les deux parties. J'ai perdu tout intérêt pour cela car c'est essentiellement un jeu qui sous-estime notre intelligence. Because it's basically a game that is below our intelligence. And this is our problem. Now, we will have rising debt in the future. C'est notre problème. À l'avenir, notre dette augmentera. Nous sommes un grand pays avec une grande économie. Nous pouvons nous permettre de dépenser beaucoup pour les guerres. Cependant, il n'y a eu aucune discussion publique sur les 120 milliards de dollars qui ont déjà été dépensés. Ces dépenses ont été cachées dans la législation Omnibus. Nous ne pouvons pas avoir de débat sur quoi que ce soit parce qu'aucun débat n'a lieu. Il faudra une autre allocation de fonds pour l'Ukraine. Ils essaieront de l'inclure dans un projet de loi qui doit passer, donc il ne sera pas débattu et pourra être glissé sans être remarqué. Il n'y a aucun intérêt à demander l'avis du peuple américain sur tout cela. Il n'y a aucune tentative pour s'engager dans une démocratie délibérative. Il n'y a pas de débat du tout. No debate at all. So the answer to the question is I'm not sure because there probably. Donc, je ne suis pas certain de la réponse à la question car un autre vote pourrait être nécessaire. Cependant, ils tenteront de mener le vote discrètement. Cela pourrait simplement faire partie d'une législation globale qui finance quelque chose comme la sécurité sociale. Ce ne sera pas la sécurité sociale, mais ce sera quelque chose qui doit passer, et cela sera simplement approuvé. C'est le processus habituel. Si cela était soumis à un vote direct, il serait probablement battu. S'il y avait un véritable débat au Congrès sur la question de savoir si nous voulons dépenser 50 ou 100 milliards de dollars supplémentaires pour cela, cela ne passerait probablement pas. Ils en sont conscients, mais ils ont l'avantage d'éviter tout débat public.